Janvier 1991. Base aérienne de Dharan, nord de l'Arabie Saoudite. Le sable est partout, fin comme de la farine. Il s'infiltre dans les boîtes de munitions et dans les filtres à air. Sur l'aire de déchargement, 6 camions surbaissés viennent de s'arrêter, et leurs plateformes portent des silhouettes que personne, dans l'armée américaine de cette époque, ne reconnaît immédiatement. Des blindés à 6 roues, massifs, peints en couleur sable. Sur le flanc, une étoile blanche fraîchement appliquée. Sous l'étoile, légèrement décalée, une inscription en allemand que la peinture neuve n'a pas tout à fait recouverte. Le commandant d'une compagnie chimique de la 3e armée approche du premier véhicule. Il sait depuis 3 semaines que ces machines vont arriver. Il sait aussi, comme tous les officiers de son service, que Saddam Hussein a employé du gaz contre les Kurdes en 1988 à Halabja, et que les stocks chimiques irakiens sont parmi les plus importants du monde. Dans quelques jours, la phase terrestre de tempête du désert commencera, et son unité devra avancer devant les colonnes blindées pour renifler l'air, prélever du sable, mesurer la mort invisible. Sauf que la machine sur laquelle il pose la main n'est pas américaine. Elle s'appelle Transport Panzer I Fuchs, renard. Elle a été conçue à Kassel, en Allemagne fédérale, à la fin des années 70. Elle a été achetée en urgence à Bonn quelques mois plus tôt, livrée par avion cargo depuis Hambourg, repeinte en 48 heures dans un hangar du Bundeswehr et expédiée vers la péninsule arabique avec une précipitation que le département de la Défense n'avoue qu'à demi-mot. Le pays qui dépense plus de 300 milliards de dollars par an pour ses forces armées vient d'aller chercher chez un ancien vaincu l'outil qui lui manque. Le paradoxe mérite qu'on s'y arrête. En 1945, les Alliés avaient interdit à l'Allemagne toute industrie militaire. Le démantèlement des chaînes de production de chars, l'interdiction d'exporter de l'armement vers les zones de conflit, la limitation constitutionnelle des missions de la Bundeswehr aux seules frontières de l'Alliance Atlantique. 46 ans plus tard, la même armée allemande, encore juridiquement bridée, est en train d'équiper l'armée du vainqueur dans un théâtre situé à 8000 km de Hambourg. Et personne, à Washington, n'a la moindre alternative à proposer. Pourquoi ? Parce qu'au moment précis où Saddam menace publiquement d'employer ses armes chimiques contre les troupes de la coalition, l'OTAN découvre une chose qu'elle aurait dû savoir depuis longtemps. Aucun pays de l'Alliance, à l'exception de l'Allemagne, ne dispose d'un véhicule moderne de reconnaissance nucléaire, biologique et chimique. Les Français ont fait d'autres choix. Les Britanniques attendaient les Américains, eux, avaient des prototypes en gestation, le futur M93, mais aucun exemplaire en service. Le plus grand budget militaire de la planète, l'armée qui venait de gagner la guerre froide 3 mois plus tôt, n'avait pas de quoi sentir un nuage de sarin. Et c'est ici que l'absurde prend toute sa dimension. Pour acheminer ses Fuchs jusqu'au Golfe, le chancelier Helmut Kohl s'est heurté à un obstacle constitutionnel. La loi fondamentale de la République fédérale, écrite sous la tutelle des Alliés en 1949, interdit à la Bundeswehr toute participation à des opérations militaires en dehors du territoire de l'OTAN. Le Golfe n'est pas le territoire de l'OTAN. Pour contourner l'obstacle, on a inventé une formule juridique acrobatique. Les machines restent officiellement propriété de la Bundeswehr, mais leur usage est confié aux unités américaines. Des instructeurs allemands accompagnent le transfert, expliquent le fonctionnement des détecteurs, démontrent les procédures de prélèvement. Officiellement, ils ne combattent pas. Officiellement, l'Allemagne ne fait pas la guerre. Officieusement, le pays qui n'a pas le droit constitutionnel de tirer un coup de feu hors d'Europe vient d'envoyer son matériel le plus sophistiqué dans le plus grand déploiement militaire depuis le Vietnam. Le contraste avec l'industrie française est saisissant. Au même moment, dans les hangars du 12e régiment de cuirassiers à Olivet, des véhicules de l'avant blindé attendent leur tour. Ils sont entrés en service 3 ans avant le Fuchs, en 1976. Ils ont 6 roues comme lui, un poids comparable, une capacité de franchissement amphibie supérieure, une silhouette plus élégante. Ils sont à beaucoup d'égards plus raffinés que leurs cousins allemands. Et pourtant, dans le créneau précis de la reconnaissance chimique, ils n'ont pas été choisis. Pourquoi ? La réponse ne sera donnée qu'à la fin de cette histoire, et elle n'est pas celle qu'on imagine. Revenons sur l'aire de déchargement. Le commandant américain monte dans le premier véhicule. L'habitacle est étroit, encombré de modules électroniques.
des spectromètres de masse, des manipulateurs téléopérés qui sortiront par un sas latéral pour prélever du sable contaminé, un système de surpression qui maintient l'intérieur stérile même si l'extérieur baigne dans un brouillard de tabac. Tout cela a été conçu à la fin des années 70 par des ingénieurs de Thyssen-Henschel pour une guerre qui n'a jamais eu lieu. La grande bataille blindée centre-européenne, la trouée de Fulda, les régiments soviétiques qui devaient déferler vers le Rhin sous un ciel de champignons radioactifs. Cette guerre n'a pas eu lieu, mais le matériel qui l'attendait sert maintenant à autre chose. La question qui s'impose dépasse la machine elle-même. Comment un pays économiquement géant, mais militairement bridé, un pays qui n'a pas le droit d'exporter ses armes vers les zones de conflit, un pays dont la Bundeswehr est encore considérée par beaucoup comme une armée de seconde catégorie, en est-il arrivé à fournir au plus puissant État de la planète l'instrument dont dépend la sécurité de 500 000 hommes dans le désert? Et surtout, comment un blindé que personne n'a remarqué à sa naissance, conçu pour transporter 10 fantassins entre 2 collines de Basse-Saxe, est-il devenu en 20 ans le seul outil que l'Alliance Atlantique s'est utilisé face à l'arme la plus terrifiante du XXe siècle? La réponse commence à Kassel, en 1975, dans un bureau d'études où 3 ingénieurs dessinent un véhicule qu'ils croient destiné à mourir dans les plaines du Nord. Kassel, automne 1975. Au siège de Thyssen-Henschel, dans un bâtiment de briques rouges qui a survécu aux bombardements alliés, 3 ingénieurs travaillent sur un cahier des charges que la Bundeswehr a déposé 6 mois plus tôt. Le document tient en quelques pages. Il demande un transport blindé à roues, capable d'emmener un groupe de combat complet derrière les chars Léopard lorsque ceux-ci avanceront pour repousser une offensive soviétique dans le couloir de Fulda. 6 roues motrices, capacité amphibie, protection contre les éclats d'artillerie, surpression intérieure pour résister au combat en ambiance contaminée. Rien d'extraordinaire sur le papier. Tout, en réalité, dans ce dernier point. Car la Bundeswehr de 1975 ne croit pas à une guerre conventionnelle. Elle croit à une guerre nucléaire. Les plans de l'Alliance Atlantique pour défendre l'Allemagne fédérale prévoient explicitement l'emploi d'armes tactiques pour stopper les 25 000 chars du pacte de Varsovie. Les troupes allemandes savent qu'elles combattront dans un paysage radioactif, sous des nuages chimiques que l'armée rouge n'a jamais cessé de produire à l'échelle industrielle. Chaque véhicule doit donc être conçu non pas pour traverser le champ de bataille, mais pour y survivre. Le Fuchs naît dans cette logique-là. C'est un véhicule pensé pour l'apocalypse. Pendant ce temps, à Limoges, l'usine Saviem construit le véhicule de l'avant blindé selon une philosophie radicalement différente. La France a quitté le commandement intégré de l'OTAN en 1966. Le général de Gaulle a voulu une armée capable d'intervenir partout, à Djibouti, au Tchad, au Liban, en dehors du grand affrontement central. Le VAB est conçu pour rouler vite, sur de longues distances, franchir des rivières africaines, débarquer en Méditerranée. Élégant, agile, polyvalent, il pèse 1,5 tonnes de moins que le Fuchs. Il accélère plus vite, il consomme moins. Sur n'importe quel concours d'élégance industrielle, il l'emporterait. Le paradoxe commence là. Les Français construisent une machine pour aller partout, les Allemands construisent une machine pour ne survivre qu'à un seul endroit. Et c'est la seconde qui finira par aller partout. À Kassel, les ingénieurs de Thyssen-Henschel font un choix qui paraît absurde aux observateurs étrangers. Ils dimensionnent l'habitacle pour 10 soldats en tenue complète NBC, casque filtrant compris, ce qui produit un volume intérieur de près de 10 mètres cubes. C'est énorme pour un blindé de ce gabarit. Le VAB français se contente de 8 mètres cubes pour 10 hommes, en pariant que les soldats accepteront d'être serrés. Le surdimensionnement allemand sera moqué pendant des années. Trop lourd, trop encombrant, trop allemand. Personne ne comprend, à ce moment-là, que cet espace inutile deviendra un jour la raison d'être de la machine. 1979. Le Bundestag approuve la commande initiale. Le chancelier Helmut Schmidt, ancien officier d'artillerie de la Wehrmacht passé social-démocrate, signe le décret. Il ne fait aucune déclaration publique. Le Fuchs entre en service dans la discrétion. Aucune cérémonie, aucun défilé, aucune une de magazine. Ce n'est pas un Léopard 2, ce n'est pas un objet de fierté nationale.
c'est un camion blindé. Les premières unités sont affectées au 16e bataillon blindé de Bergen, en Basse-Saxe, à quelques kilomètres de la frontière intérieure allemande. Leur mission tient en une phrase : tenir 120 heures. 120 heures. C'est le délai estimé par les états-majors pour qu'une offensive soviétique atteigne le Rhin si rien ne l'arrête. Le Fuchs est censé permettre à un groupe de fantassins de survivre ces 5 jours-là, dans un environnement saturé de radiation, d'agents neurotoxiques et de bombardements d'artillerie lourde. Au-delà, peu importe. Personne, à Kassel, ne pense que cette machine aura une carrière au-delà de 1985. Le Fuchs est conçu comme un objet jetable, de durée stratégique limitée. À Paris, au même moment, le VAB est déjà en route pour le Liban. La France l'engage en 1978 dans la force intérimaire des Nations Unies, à peine 2 ans après son entrée en service. Il roule dans la vallée de la Bekaa, traverse des rivières, supporte la chaleur. Il fait son métier de blindé de projection. La presse française le célèbre. Le ministre de la Défense visite ses équipages. Le Fuchs, pendant ce temps, attend dans ses hangars saxons une guerre qui ne vient pas. Et puis vient 1982. Sur les hauteurs du Golan, l'armée syrienne a employé du gaz contre les positions israéliennes pendant la guerre du Liban. À Bonn, une équipe d'analystes du Bundesnachrichtendienst lit les rapports. À Tel Aviv, on confirme. L'arme chimique n'est plus une menace théorique réservée à un affrontement OTAN-Pacte de Varsovie. Elle se diffuse dans les conflits régionaux. L'Irak commence à l'employer massivement contre l'Iran à partir de 1983. La Libye s'équipe, l'Égypte aussi. L'arme chimique, longtemps considérée comme une curiosité tactique, devient l'arme préférée des États moyens, qui n'ont ni l'argent du nucléaire, ni la maîtrise de la frappe conventionnelle. C'est à ce moment précis qu'un ingénieur de Thyssen-Henschel, dont le nom n'a pas été retenu par l'histoire, regarde le Fuchs sur son plan d'atelier et se pose une question simple. Et si l'on ne mettait pas 10 soldats dedans ? Et si l'on mettait à la place un laboratoire entier ? L'idée n'a rien de stratégique. C'est une réponse opportuniste à une demande de la Bundeswehr qui cherche un véhicule de reconnaissance NBC moderne. Le projet reçoit un nom de code obscur, un budget modeste, 2 prototypes à construire. Personne, à Bonn, ne pense que ce projet annexe deviendra la raison pour laquelle on parlera encore du Fuchs en 2026. Pendant ce temps, dans les bureaux du 4e bureau de l'état-major français, les officiers étudient eux aussi la question chimique. Ils concluent que la France est protégée par sa doctrine nucléaire. Pourquoi développer un coûteux véhicule de reconnaissance chimique si la France répondrait à toute attaque par une frappe atomique ? La logique est imparable. Elle prive aussi la France, pour 20 ans, de toute capacité de reniflage moderne. Le VAB, lui, restera ce qu'il a toujours été, un transport polyvalent élégant. À Kassel, les ingénieurs ouvrent l'arrière du prototype Fuchs NBC. Ils enlèvent les banquettes pour fantassins. Ils installent un spectromètre infrarouge, un détecteur ionique mobile, 2 bras manipulateurs téléopérés qui sortent par un sas latéral pour saisir des échantillons de sol sans exposer l'équipage. Ils ajoutent un système de surpression filtrée qui maintient l'intérieur à une pression supérieure à l'extérieur, de sorte que même si un nuage de sarin recouvre la machine, l'air à l'intérieur reste pur. 4 membres d'équipage seulement. Le reste du volume, ce volume qu'on avait moqué pour son surdimensionnement, devient un laboratoire roulant. L'ironie est complète. Le surdimensionnement allemand, ridiculisé pendant 5 ans, vient de sauver la machine de l'obsolescence. Le Fuchs ne sera plus jamais un simple transport de troupes dans la carrière qui s'ouvre devant lui. Il sera le seul renifleur de molécules toxiques de l'Alliance Atlantique. Sans le savoir, Bonn vient de monopoliser un créneau dont personne ne soupçonne encore l'importance. Le premier Fuchs NBC entre en service en 1985. Il rejoint discrètement le 700e bataillon de défense NBC à Sonthofen, en Bavière. La presse spécialisée allemande n'en parle pas. La presse française non plus. La machine sert, fait ses essais, traverse des nuages simulés sur des terrains d'exercice de l'Eiffel. 5 ans plus tard, l'Irak envahit le Koweït, et la planète entière se souvient brutalement que l'arme chimique existe. À Bonn, le téléphone sonne. C'est Washington.
décembre 1990. La ligne sécurisée entre le Pentagone et le ministère fédéral allemand de la Défense fonctionne en continu depuis 3 semaines. À l'autre bout, à Bonn, dans un bureau du Harthöhe, un fonctionnaire du Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung note les demandes américaines. Elles sont simples et impossibles. Washington veut 60 véhicules Fuchs NBC, tout de suite. Pas en 2000, pas en 1992, avant le début de l'offensive terrestre, prévue pour février au plus tard. Le fonctionnaire allemand sait que la Bundeswehr ne possède pas 60 exemplaires disponibles. Elle en possède 45, répartis entre Sonthofen, Höxter et Bruchsal, et tous sont affectés à des unités opérationnelles qui les considèrent comme indispensables. L'absurde de la situation tient en une équation arithmétique. La première puissance militaire du monde demande à l'Allemagne fédérale plus de véhicules qu'il n'en existe en service. Et l'Allemagne fédérale va trouver le moyen de répondre oui. À Kassel, l'usine Thyssen-Henschel reçoit l'ordre de relancer une chaîne de production qui tournait au ralenti depuis 3 ans. Les sous-traitants sont contactés un par un. Les spectromètres viennent d'Iéna, dans ce qui était encore la République démocratique allemande quelques mois plus tôt. La réunification, officielle depuis le 3 octobre, vient de tomber à pic. Des techniciens est-allemands, formés à reconnaître les agents soviétiques par leur signature ionique, sont intégrés à l'effort. 40 ans de guerre froide ont produit un savoir-faire qui sert maintenant à équiper des Américains pour combattre un dictateur arabe armé de copies soviétiques. La chaîne des ironies historiques est complète. Mais le problème n'est pas seulement industriel, il est constitutionnel. La loi fondamentale, dans son article 26, interdit toute action allemande susceptible de troubler la paix entre les peuples. Dans son article 87A, elle limite l'emploi des forces armées à la défense. Aucun article ne prévoit qu'un gouvernement allemand puisse fournir du matériel de combat à une coalition engagée hors zone OTAN. Helmut Kohl, le chancelier, comprend qu'un débat parlementaire prendrait des semaines et déchirerait sa majorité. Les Verts crient déjà à la complicité de guerre. Le SPD est divisé. Une partie de la CDU elle-même rechigne à voir l'Allemagne s'engager militairement 45 ans après la fin du dernier conflit où elle fut belligérante. La solution est trouvée par les juristes du ministère. Elle est d'une élégance qui ferait pâlir un avocat fiscaliste. Les véhicules ne seront pas vendus. Ils seront prêtés. Ils resteront propriété de la Bundeswehr. Officiellement, ils ne sont pas engagés dans l'opération Tempête du désert. Officiellement, ils sont en démonstration prolongée auprès d'un allié. Les équipages seront américains, mais la formation sera assurée par des sous-officiers allemands, qui voyageront jusqu'en Arabie Saoudite comme conseillers techniques. Officiellement, ces conseillers ne sont pas des combattants. Ils ne porteront pas d'armes, ils ne participeront pas aux missions opérationnelles. Officiellement. Sur le tarmac de Hambourg, à la mi-janvier, 12 Fuchs NBC sont chargés à bord d'avions cargo lourds américains. Les peintres travaillent encore quand les machines roulent sur les rampes. La livrée sable a séché en 48 heures grâce à des accélérateurs chimiques que les soldats allemands inhalent sans masque. Sur le flanc, l'inscription Bundeswehr a été recouverte, mais reste visible en transparence sous certaines lumières. Le sous-officier allemand qui supervise l'embarquement, un Hauptfeldwebel du 700e bataillon, regarde partir les véhicules sur lesquels il a travaillé pendant 6 ans. Il sait qu'il les retrouvera dans le désert. Il ne sait pas encore que sa propre présence là-bas créera un précédent juridique qui hantera la politique allemande pendant 3 décennies. À Paris, le Conseil de défense suit la situation avec une attention de plus en plus inconfortable. La France engage 15 000 hommes dans la division Daguet, déploie des AMX-30 modernisés, des gazelles anti-chars, des canons automoteurs. Elle envoie aussi des VAB. Plus de 300 exemplaires arrivent en Arabie Saoudite, mais aucun VAB de reconnaissance chimique. Parce qu'il n'en existe aucun. La France découvre dans le désert ce qu'elle aurait pu découvrir 10 ans plus tôt, en lisant attentivement les rapports allemands. Sa doctrine de dissuasion nucléaire ne couvre pas la menace chimique tactique. Les soldats français de Daguet seront protégés contre le gaz par des combinaisons individuelles, des masques, des comprimés d'atropine. Pas par un véhicule de reconnaissance. S'il faut renifler l'air avant l'avance, il faudra demander aux Américains, qui demanderont aux Allemands.
Le 24 février 1991, à 4 heures du matin, l'offensive terrestre commence. Les premières unités à franchir la berme saoudienne, ce talus de sable haut de 3 mètres qui marque la frontière avec l'Irak, ne sont pas des chars Abrams. Ce sont des Fuchs. 6 véhicules, peints en sable, manipulateurs déployés, équipages d'Américains, instructeurs allemands restés en arrière au poste de commandement à écouter les fréquences. Devant les colonnes de la 7e armée du général Franks, devant les centaines de Bradley et de M1A1 qui constituent la pointe blindée la plus puissante depuis Koursk, avancent des machines conçues dans une petite ville de Hesse pour mourir dans la plaine de Westphalie. Pendant les 100 heures que dure la phase terrestre, les Fuchs roulent en tête. Ils traversent des zones où l'on craint encore l'emploi du tabin ou du sarin. Ils prélèvent du sol près des bunkers irakiens incendiés. À 2 reprises, leurs détecteurs signalent des traces d'agents neurotoxiques, des fausses alertes liées à des combustibles ou à des nappes de fumée d'huile, mais qui obligent les colonnes entières à s'équiper en tenue de combat NBC pendant des heures, sous 40 degrés. Aucune attaque chimique n'aura finalement lieu. Saddam, mal renseigné sur la portée de la dissuasion conventionnelle américaine, a préféré ne pas franchir le seuil. Mais la coalition ne le sait qu'après coup. Pendant tout le conflit, les Fuchs ont été le nez de l'armée la plus puissante du monde. Le 28 février, le cessez-le-feu est signé. Les Fuchs rentrent au dépôt. Certains restent en Arabie Saoudite, intégrés à la garnison américaine permanente. D'autres reprennent l'avion pour l'Allemagne. Quelques-uns ne reviendront jamais et seront ferraillés sur place, leurs équipements démontés et expédiés au laboratoire d'Aberdeen. Le Pentagone, ravi de l'expérience, négocie immédiatement avec Bonn un achat ferme. Cette fois, ce ne sera plus un prêt. 120 véhicules supplémentaires sortent des chaînes de Kassel entre 1991 et 1994, peints d'emblée en livrée américaine, livrés au 7e bataillon de défense chimique de Fort Hood, au Texas. Pour la première fois depuis 1945, un blindé de combat conçu en Allemagne entre en service de masse dans l'US Army. À Bonn, on évite de commenter publiquement. Le ministre de la Défense parle d'aide humanitaire technique. La presse internationale, occupée à célébrer la victoire éclair de la coalition, ne s'attarde pas sur la nationalité des renifleurs. L'opinion allemande, encore profondément pacifiste, préfère ne pas savoir. Mais dans les archives du Bundestag, dans les notes diplomatiques échangées entre Washington et Bonn, le précédent est gravé. L'Allemagne fédérale, contre la lettre de sa propre constitution, vient de devenir un fournisseur militaire de premier rang pour une opération de combat hors zone. Et la machine qui a permis cette transgression silencieuse n'est ni un char, ni un avion, ni un navire. C'est un transport blindé à 6 roues que personne n'a jamais voulu voir. Une question reste suspendue dans l'air du désert. Si la guerre du Golfe a été une parenthèse, pourquoi le Fuchs y est-il retourné 5 ans plus tard, puis 10 ans plus tard, puis 20 ans plus tard, encore et encore, dans chaque conflit où l'Occident s'est engagé? Décembre 1995. Bosnie centrale, vallée de la Lasva. La neige tombe sur des villages qui ont été nettoyés ethniquement 3 fois en 4 ans. Sous l'égide de l'OTAN, la force de mise en application des accords de paix se déploie. 60 000 soldats de 16 nations entrent dans un pays où l'on a découvert des charniers à ciel ouvert quelques semaines plus tôt. Et parmi les premières unités à franchir la Sava gelée pour gagner la rive sud, on retrouve des Fuchs NBC. Cette fois, ils ne cherchent pas du sarin, ils cherchent autre chose. Du chlore industriel disséminé par les bombardements, des résidus de munitions au phosphore blanc, des traces d'agents biologiques rumeurs et improbables, mais que les états-majors veulent éliminer par mesure de prudence. La machine conçue pour l'apocalypse soviétique sert maintenant à rassurer des soldats dans une guerre civile. Le déploiement bosniaque marque une rupture. C'est la première fois que la Bundeswehr engage ses propres Fuchs hors zone OTAN sous mandat allemand. La Cour constitutionnelle de Karlsruhe a tranché en juillet 1994. Sa décision, longue de 70 pages, autorise enfin la participation allemande à des opérations de l'OTAN et de l'ONU au-delà du territoire de l'Alliance. La machine qui avait servi à transgresser silencieusement la Constitution en 1991 devient l'instrument d'une nouvelle politique étrangère assumée.
Les Verts, qui hurlaient à la guerre 5 ans plus tôt, sont sur le point de devenir ministres dans le gouvernement Schröder et signeront eux-mêmes des engagements militaires extérieurs. L'histoire bouge plus vite que les principes. Mais le vrai paradoxe est ailleurs. Le Fuchs aurait dû mourir avec la guerre froide. Tous les budgets de défense occidentaux s'effondrent à partir de 1992. La Bundeswehr passe de 500 000 hommes à moins de 300 000 en 5 ans. Les chars Léopard 2 sont stockés par centaines dans des entrepôts moselans. Les régiments de chasse sont dissous. Tout ce qui était conçu pour la Troisième Guerre mondiale devient encombrant. Sauf les Fuchs NBC. Eux, on en redemande. Le 700e bataillon, qui devait être réduit, est au contraire renforcé. La paix coûte cher en machines à renifler. 1998, Kosovo. Le secrétaire d'État américain s'inquiète de rumeurs sur l'emploi d'agents incapacitants par les forces serbes. 7 Fuchs allemands sont expédiés en urgence en Macédoine, puis dans la province en révolte. À Belgrade, Slobodan Milosevic dispose en théorie de stocks de sarines hérités de la Yougoslavie titiste, mais personne ne sait s'ils sont opérationnels. Les Fuchs roulent sur des routes de montagne où la guérilla albanaise et l'armée serbe s'affrontent par embuscade. Aucune attaque chimique n'aura lieu là non plus. Mais le simple fait qu'on ait pu en envoyer, qu'on ait pu vérifier en temps réel l'absence de menaces, modifie l'équilibre des décisions politiques. La machine ne se contente plus de protéger des soldats. Elle protège des hommes d'État contre l'incertitude. Et puis vient mars 2003. La crise irakienne déchire l'Alliance atlantique. Le chancelier Gerhard Schröder, social-démocrate élu sur une promesse de rupture, prononce devant le Bundestag un discours qui restera dans les manuels. L'Allemagne ne participera pas à l'invasion de l'Irak. Pas un soldat, pas un avion, pas un bateau. La France de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin rejoint cette position et la défend à la tribune des Nations Unies. Le couple franco-allemand contre George W. Bush. La presse internationale parle d'axe de la paix face à la coalition des volontaires. À Berlin, Schröder gagne les élections de septembre 2002, précisément sur cette ligne. L'opinion publique allemande est massivement contre la guerre. Et pourtant, les Fuchs partent en Irak. Pas ceux de la Bundeswehr, bien sûr, mais ceux de l'US Army, ceux qui appartiennent à l'arsenal américain depuis le rachat de 91, équipent les unités chimiques de la 3e division d'infanterie et du 1er corps de Marines pendant l'invasion de mars-avril 2003. 75 véhicules au minimum sont engagés dans l'opération. Ils traversent le Tigre, ils prélèvent du sable près des bunkers de la garde républicaine, ils déclenchent des fausses alertes qui obligent les colonnes à se masquer pendant des heures sous une chaleur dépassant 50 degrés. La machine, fabriquée à Kassel par des ingénieurs allemands, livrée à Bonn à un État qui refuse publiquement de cautionner cette guerre, sert le pays que cet État critique chaque semaine à la tribune des Nations Unies. Le grotesque atteint son point culminant en juin 2003. Les inspecteurs américains qui parcourent le pays après la chute de Bagdad utilisent des Fuchs pour fouiller les sites suspects. Ils ne trouvent rien. Aucune arme de destruction massive. Aucun stock d'agents neurotoxiques. La justification officielle de la guerre s'effondre. Les véhicules conçus en Allemagne pour détecter ce qui n'existait pas auront été l'instrument d'une guerre menée pour détruire ce qui n'existait pas. Schröder ne fait aucun commentaire public sur ce paradoxe. Bush non plus. À Kassel, les chaînes de production tournent encore pour honorer les commandes britanniques, koweïtiennes, israéliennes, saoudiennes. Le Fuchs n'a jamais eu autant de succès qu'au moment où sa raison d'être théorique a été démentie par les faits. L'Afghanistan suit. Dès 2002, le contingent allemand de la Force internationale d'assistance et de sécurité, basé d'abord à Kaboul, puis à Kunduz et Mazar-i-Sharif, déploie des Fuchs dans une mission qui n'a plus rien à voir avec ses spécifications d'origine. La menace chimique est inexistante face aux talibans. Mais les machines servent à autre chose. Leur blindage résiste aux engins explosifs improvisés mieux que celui des véhicules légers. Leur volume permet d'évacuer des blessés. Leur autonomie convient aux longues patrouilles dans le Hindou-Kush. Le Fuchs devient, presque par accident, un véhicule polyvalent de stabilisation, alors qu'il avait été conçu pour traverser des champs de bataille contaminés en 120 heures avant d'être détruit. Les chiffres trahissent l'ampleur du retournement. À la fin des années 2000,
L'export du Fuchs représente près d'1 milliard d'euros cumulés pour l'industrie allemande, sans compter les contrats de maintenance qui s'étalent sur 40 ans. Le Royaume-Uni en utilise une vingtaine sous le nom de Fuchs, sans même chercher à le franciser ou à l'angliciser. Les Émirats arabes unis en commandent. Israël en obtient quelques exemplaires modifiés pour ses propres scénarios. Une machine que Bonn avait pensée comme strictement destinée à la défense intérieure allemande équipe désormais des armées sur 3 continents. Le pays qui n'avait pas le droit d'exporter d'armement vers les zones de conflit en 1945, en 1965, en 1985, a fini par devenir, sans bruit, l'un des grands fournisseurs de matériel spécialisé de l'OTAN. Pendant ce temps, en France, le VAB continue sa carrière propre. Au Mali, en Afghanistan, en Centrafrique. 3000 exemplaires produits sur 30 ans, une réputation excellente, une présence sur tous les théâtres français. Mais jamais, dans aucune opération française, un VAB de reconnaissance chimique n'aura été déployé. Pour la simple raison qu'il n'existe pas. Quand l'armée française a besoin de cette capacité, elle la demande à ses alliés allemands. La question qui reste ouverte ressemble à un mystère industriel. Comment cette machine ennuyeuse, dépassée techniquement, lourde et carrée, peut-elle encore rouler en 2026 dans les rues de villes que personne n'imaginait il y a 40 ans? Pour comprendre pourquoi le Fuchs roule encore quand tant de blindés plus prestigieux ont fini sous le chalumeau, il faut revenir une dernière fois à Limoges, dans les bureaux où le VAB est né. La philosophie française des années 70 part d'une conviction qui paraît évidente à l'époque. Une armée intelligente conçoit ses véhicules pour la mission qu'on lui confiera demain. Une armée allemande, encore traumatisée par 1945, ne sait pas quelle sera sa mission demain, parce qu'on ne lui en confie aucune avec certitude. Alors elle conçoit ses véhicules pour aucune mission précise et pour toutes à la fois. Elle laisse de la place, du volume, du tonnage en réserve, de la marge. Cette différence a tout déterminé. Le VAB, optimisé pour le transport rapide d'un groupe de combat dans un environnement africain ou levantin, n'avait pas la marge nécessaire pour intégrer un laboratoire chimique embarqué, un système de prélèvement à distance, une protection NBC intégrale. Le Fuchs, conçu sans mission claire et donc avec une surcapacité chronique, l'avait. Les Français avaient construit une machine pour faire quelque chose de précis. Les Allemands avaient construit une machine pour ne rien faire de précis. C'est la seconde qui a survécu à toutes les guerres imprévues du dernier demi-siècle. L'ironie ultime se trouve dans la doctrine nucléaire française elle-même. En refusant de développer un véhicule de reconnaissance chimique dans les années 80, l'état-major parisien partait du principe que la France ne combattrait jamais sous menace chimique sans pouvoir riposter par l'arme atomique. Cette logique tenait dans le cadre d'un affrontement entre États. Elle s'est effondrée le jour où des conflits asymétriques, des groupes non étatiques, des dictateurs régionaux ont commencé à manier le gaz sans craindre une frappe nucléaire qui n'aurait pas de cible identifiable. Le Mirage 4 n'a jamais largué sa charge utile sur Bagdad ou sur Damas. Le Fuchs, lui, a roulé dans les 2 capitales. Aujourd'hui, en 2026, la Bundeswehr engage des Fuchs modernisés en Lituanie, dans le cadre du déploiement avancé de l'OTAN face à la Russie. Sur des routes qui traversent des forêts proches de l'enclave de Kaliningrad, des véhicules dessinés à Kassel dans les années 70 patrouillent contre une menace conçue à Moscou dans les mêmes années. Le contexte stratégique est revenu à son point de départ. La menace soviétique de 1975 a fait place à la menace russe de 2026. Et la machine qui devait mourir en 120 heures dans la trouée de Fulda surveille encore les frontières orientales de l'Europe, presque 50 ans après sa conception. Ses détecteurs ont été remplacés 3 fois. Sa motorisation a été modernisée, sa silhouette n'a pas changé. L'armée américaine, qui avait acheté ses premiers exemplaires en panique en 1991, dispose toujours d'une centaine de Fuchs en service actif dans les unités du 68e bataillon chimique à Fort Carson. Le Royaume-Uni a annoncé en 2024 l'extension du service de ces Fuchs jusqu'en 2035. Israël les utilise dans des configurations adaptées. L'Algérie en a acquis, l'Arabie saoudite en redemande. La machine qui devait servir 5 jours puis disparaître célèbre cette année son demi-siècle de carrière opérationnelle ininterrompue. Et pendant ce temps, à Versailles,
le dernier VAB de la première génération a quitté le service actif en 2023. Son successeur, le Griffon, est entré en dotation. La filière française a tourné la page de l'aventure commencée à Limoges. Le Fuchs, lui, n'a pas eu de successeur. Le boxeur allemand, plus moderne, plus blindé, plus polyvalent, a été conçu pour le remplacer dans le rôle de transport de troupes. Mais aucun véhicule plus jeune n'a réussi à reprendre sa fonction de reconnaissance NBC dans les armées qu'il emploie. Les budgets, les développements, les essais ont tous achoppé sur la même réalité. Pour produire une machine de ce type, il faut accepter de la concevoir sans savoir précisément à quoi elle servira. Et plus aucune armée occidentale, dans les contraintes budgétaires actuelles, n'a le luxe de cette indétermination. Hambourg, automne 2025. Sur les quais du port, dans un coin du terminal militaire, 6 Fuchs attendent leur prochaine destination. Ils ont 40 ans pour certains. Leur peinture est usée, leurs antennes ont été remplacées par des modèles plus discrets, leurs systèmes électroniques ont été refondus par Rheinmetall. Un sous-officier de la Bundeswehr les inspecte avant chargement. Il fait le tour, vérifie les pneus, ouvre les sas latéraux, contrôle les bras manipulateurs. Il a 32 ans. Ces véhicules ont 15 ans de plus que lui. Ils sont nés sous le chancelier Schmidt, ils ont servi sous Kohl, sous Schröder, sous Merkel, sous Scholz. Ils s'embarquent maintenant pour une nouvelle mission, dont personne n'a encore tout à fait défini le contour. Le destin du Fuchs ressemble à une fable industrielle dont la morale ne plaira pas à tout le monde. Il dit qu'en matière militaire, la fiabilité ennuyeuse vaut plus que l'élégance brillante. Que la modestie d'intention produit parfois plus de longévité que l'ambition assumée. Que les pays qui acceptent leur place modeste, qui construisent sans gloire, qui réparent au lieu de remplacer, finissent par exporter leur prudence, comme d'autres exportent leur ambition. C'est une leçon allemande. C'est une leçon que la France, héritière d'une autre tradition, n'a jamais voulu entendre. Mais une question reste ouverte, et elle mérite d'être posée maintenant que les marchés européens de la défense se réorganisent autour des grands consortiums franco-allemands. Quand viendra le successeur du Fuchs? Ce ne sera pas une machine purement nationale. Ce sera, peut-être, le fruit d'une coopération entre Cassel et Rohan, entre Rheinmetall et Nexter, sous le label KNDS. Et la grande question pour les ingénieurs qui dessineront cette future machine est de savoir quelle philosophie l'emportera. Celle qui conçoit pour une mission claire, ou celle qui conçoit pour aucune mission précise. Celle qui parie sur ce que sera la prochaine guerre, ou celle qui accepte humblement qu'on ne sait pas ce que sera la prochaine guerre. Le renard de Cassel pourrait bien avoir gagné cette bataille-là sans le savoir. Si cette histoire vous a appris quelque chose que vous ignoriez, laissez un pouce levé, ça nous aide énormément à exister dans les recommandations. Et dites-nous franchement en commentaire, pensez-vous que l'industrie française a eu raison de miser sur l'élégance et la projection rapide, ou que la méthode allemande, ennuyeuse mais increvable, est celle qui aurait dû inspirer nos propres ingénieurs des années 70? Le débat promet d'être vif, et nous lisons tous les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains films sur les blindés qui ont façonné notre époque. Dans la prochaine vidéo, nous quitterons les pistes saxonnes et les déserts du Golfe pour rejoindre une plaine champenoise où, en 1940, un blindé français a humilié pendant 3 jours la Wehrmacht en marche avant d'être abandonné par sa propre armée pour des raisons que vous n'imaginerez jamais.